Quand tu as une prise de poids très très rapide comme ça, c'est pas évident. J'avais aussi une perte de cheveux importante qui démarrait, ma pilosité qui était vraiment en train de flamber. Quand je parle d'hyperpilosité, je précise là du coup au micro, c'est qu'on parle pas des poils qu'on va avoir, la pilosité normale sur les avant-bras, sur les mollets, etc. C'est quand on a une pilosité qui se développe sur des zones dites masculines, je mets bien ça entre guillemets, mais je parle de sous le menton, sur les épaules, sur le ventre, ici sur le torse, voilà, qui est apparu. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyperpilosité ou l'hirsutisme. Donc et puis aussi, enfin beaucoup d'anxiété, beaucoup de douleur aussi. Je me souviens de beaucoup de passages à l'infirmerie malgré ces règles qui n'arrivaient pas. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Emmeline. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci à toi pour son invitation. Je suis super contente d'être là ce matin. Bon, t'es un rayon de soleil. Oh, On montrera des photos aux gens qui écoutent le podcast. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et nous raconter un peu quelle jeune fille tu étais? Ça marche. Écoute, j'ai 37 ans maintenant. On va parler du SOPK aujourd'hui. Donc, j'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques quand j'avais 17 ans. Et à cette époque, alors, le type de jeune fille que je suis, écoute, je suis, alors, les premiers symptômes sont arrivés quand j'étais au collège. Donc, au collège, au lycée, j'étais une jeune fille sociable, mais plutôt rangée, plutôt bonne élève. Voilà, c'est ça. J'ai repris les études récemment, donc c'est encore le cas aujourd'hui, je dirais. Et j'avais une vie normale d'adolescente avec des copines. Non, j'ai pas de frères et sœurs. J'ai été toute seule. Mais mes parents m'ont eu tard. En fait, à l'époque, on considérait que c'était tard d'avoir des enfants à 32, 33 ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, il y a presque 40 ans, c'est vrai que les gens se mariaient à 20, 21 ans. Ils avaient des enfants dans la foulée. Donc, mes parents, ils étaient un peu ovnis pour ça. Et donc, voilà, du coup, ils ont eu qu'un enfant. Et écoute, à l'école, ça se passait bien. Des copines, du sport. Je faisais de la gymnastique. Enfin, quand je suis adolescente, à l'époque, je fais de la gymnastique. Je fais de la GRS en compétition. Je fais de la danse classique aussi. Des sports, très exigeants qui me plaisaient beaucoup. Oui, la gymnastique, ça demande quand même une petite discipline, mais bon, ça me plaisait énormément. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que les premiers symptômes de SOPK sont apparus. Ouais. Est-ce que, à quel âge tu as tes règles? Alors ça, c'est une super bonne question parce que moi, mes règles n'arrivent pas quand je suis adolescente. C'est-à-dire que j'ai du spotting. En fait, je pense que quand on est adolescente... Tu peux définir le spotting? Le spotting, oui, c'est quand on a des pertes de sang, enfin des pertes, mais pas vraiment de règles de cycle établies. Voilà, c'est ça du spotting. Ça peut être accompagné de petites douleurs aussi, voilà. Mais en fait, je pense que le repère qu'on a quand on est adolescente, je sais pas si pour toi c'était pareil, c'était à quel âge ma maman finalement a eu ses règles finalement, et à cet âge-là, moi aussi, je devais avoir les règles qui démarrent. Oui, c'est même si c'est de plus en plus impatiemment d'arriver à l'âge que ça va complètement. C'est ça, même si aujourd'hui, on sait que c'est de plus en plus jeune chez les jeunes filles. Donc ma maman, moi, c'était 15 ans, donc moi, 15 ans sont passés, 16 ans et toujours pas, et j'avais ce spotting et j'avais d'autres symptômes de SOPK qui ont commencé à apparaître. À l'époque, je savais pas que c'était le SOPK. Et alors, t'avais quoi comme symptômes? Alors, une prise de poids inexplicable d'une 15aine de kilos en quelques mois. D'accord. Qui a provoqué l'arrêt de la gymnastique et de la danse, etc. L'arrêt parce que tu te sentais plus bien dans ton corps ou parce que physiquement, t'y arrivais plus? Alors ça, c'est une super question parce que effectivement, déjà t'es adolescente, c'était pas très bien dans ta peau et en plus le juste au corps, la gymnastique, etc. Donc très très mal dans ma peau, je le vivais pas très bien. Au-delà de ça, il y avait aussi un risque au niveau de des appuis, etc. Quand t'as une prise de poids très très rapide comme ça,
c'est pas évident. J'avais aussi une perte de cheveux importante qui démarrait, ma pilosité qui était vraiment en train de flamber. Quand je parle d'hyperpilosité, je précise là du coup au micro, c'est qu'on parle pas des poils qu'on va avoir, la pilosité normale sur les avant-bras, sur les mollets, etc. C'est quand on a une pilosité qui se développe sur des zones dites masculines, je mets bien ça entre guillemets, mais je parle de sous le menton, sur les épaules, sur le ventre, ici sur le torse, voilà, qui est apparu. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyperpilosité ou l'hirsutisme. Donc et puis aussi, enfin beaucoup d'anxiété, beaucoup de douleur aussi. Je me souviens de beaucoup de passages à l'infirmerie malgré ces règles qui n'arrivaient pas. Comment ça se passe dans ta famille? Est-ce que on te dit l'adolescence c'est des bouleversements, le corps est en transit et tu vas éclore ma fille, ou est-ce que tes parents décident de te montrer un médecin pour prendre en charge ça? Comment c'est géré? Je pense que le premier réflexe, c'est de pas trop s'inquiéter. C'est ce que ma maman avait fait à l'époque. Et ensuite, elle m'a emmenée voir le médecin quand même pour remettre aussi un petit peu dans ce contexte familial. À l'époque, ma maman avait eu un cancer du sein et elle était en rémission. D'accord. Et je pense que elle a été du coup interpellée par ces symptômes qui évoquaient peut-être un dérèglement hormonal. Donc, elle m'a conduite voir le médecin traitant. Ouais. J'espère que, ça dépend des médecins, mais que les choses ont changé pour les patientes aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, il a pas fait grand-chose pour moi. Il m'a donné le polycopier A4. S'il y a des diététiciens et des diététiciennes qui nous écoutent, vous allez hurler, mais le polycopier A4 avec le régime alimentaire, voilà. Là, on va essayer de faire ce régime-là hypocalorique, même si j'étais adolescente. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc ma maman s'est dit on va aller voir un médecin nutritionniste. Il y a peut-être quelque chose que je fais pas bien à la maison. La préparation des repas, il y avait pas eu de changement. Voilà. Donc le médecin. Donc comme j'étais mineure, j'étais avec ma maman. Donc là, on arrive au rendez-vous et il a sous-entendu devant elle que je dévalisais les placards en son absence, alors ce qui était faux pour le coup. Enfin, il y avait des grignotages, un goûter, enfin pas plus que comme normal quoi. Bah oui. Enfin, je pense qu'en plus. C'est intéressant, ça de parler du contexte parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette démarche-là. Mais il y a 20 ans, la culture des régimes était beaucoup plus présente dans la vie des femmes qu'aujourd'hui. Ça l'est encore trop. Mais à l'époque, vraiment, c'était... On parlait jamais de rééquilibrage, on parlait pas du tout de choses comme ça. C'était que restrictif. Un rééquilibrage, après, c'est un peu un régime déguisé, mais en tous les cas, il y a une philosophie un peu plus de... Restriction à l'époque. Ouais, à l'époque, complètement, beaucoup plus de restrictions et avec des aliments interdits, des choses comme ça, je veux dire. Parce que même, je pense que dans la culture populaire dans laquelle on baigne, dans les magazines féminins, etc., on voyait moins de femmes avec des formes, on voyait plus de filles très filiformes, c'était à la mode d'être très très mince, les pantalons taille basse et tout. En plus, ça revient, ça c'est horrible, mais bon, voilà, on était vraiment dans là-dedans. Donc, à l'époque, on nous disait que consommer 1200 calories par jour, par exemple, c'était la norme, quoi. Donc, forcément, la culture des régimes était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. En tout cas, le médecin, nutritionniste, a dit ça. Et là, finalement, les semaines passent et heureusement, j'ai eu de la chance. Ma maman de métier était infirmière. Ouais. Et donc, elle a insisté pour que j'ai la prescription pour faire tous les examens nécessaires. Elle m'a emmenée voir un endocrinologue. Très bon réflexe. Oui, bon réflexe, maman, qui m'a emmenée qui est voir l'endocrinologue et j'ai obtenu finalement... En fait, une fois que je suis allée chez l'endocrinologue, j'ai eu mon diagnostic de SOPK super rapidement et je mesure aujourd'hui la chance que j'ai eue. Ça, je vais dire, j'ai envie de dire, ça change rien parce qu'il n'y a pas de traitement curatif ou suspensif pour le SOPK. Mais en fait, si, ça change énormément de choses dans la manière dont on va, appréhender la pathologie, appréhender la vie avec une maladie chronique quand on est diagnostiqué si jeune finalement. Au début, ça nous tombe un peu dessus alors qu'on n'a rien demandé, hein. Ça, certes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, 20 ans après, je mesure la chance que j'ai eue d'avoir un diagnostic aussi précoce. Alors, j'ai 2 questions de nature très différente. Déjà, comment t'as vécu au quotidien cette hyperpilosité, cette perte de cheveux, dans une période où de construction si importante pour une jeune fille, comment t'as vécu ça et comment t'as fait face à ça? On va dire que j'ai pas commencé ma vie de femme avec une confiance en soi, une confiance en moi explosive, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Heureusement, la confiance en soi, ça se construit. Et je pense que dans toutes les maladies chroniques, il y a vraiment une partie
aussi de résilience qui se construit. Et je pense que la confiance en moi, finalement, elle a pas été acquise, elle a été construite aujourd'hui et j'en ai beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Oui, ça, c'est sûr et certain. Donc, oui, c'était pas évident. Après, comment dire, je pense que je me suis concentrée sur d'autres aspects de ma vie. Alors, je pense aussi que quand on m'a annoncé que j'avais le SOPK, j'ai pas mesuré tout de suite l'ampleur, les conséquences et ce que ça signifiait pour moi. C'est-à-dire que moi, l'endocrino, je pense, ne voulant pas me catastropher, parce que c'est vrai qu'on a une adolescente, on lui annonce ça. Bon, voilà, moi j'avais compris que j'avais juste une petite particularité sur les ovaires. Je savais même pas que c'était chronique, que ça partirait jamais, alors que non, le SOPK, c'est vraiment une maladie endocrinienne chronique et évolutive. Il y a des symptômes qui vont évoluer, s'améliorer ou s'empirer au cours de la vie. Et donc voilà, ça ne s'arrête pas parce que le médecin a proposé une pilule. C'est ce qu'il a fait à l'époque pour soulager, et ça m'a soulagée, c'est vrai. Et je pense que pour le coup, c'était pas forcément. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on entend beaucoup de critiques de la prescription de pilules pour le SOPK. Comment dire, un peu comme il n'y a pas de traitement curatif ou suspensif, c'est la première ligne thérapeutique aux recommandations internationales aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu une prescription par défaut. Après, on la prend ou non, c'est comme on le souhaite. Mais ça m'a soulagée et ça m'a permis quand même, pendant que je passais le bac, pendant que j'étais à la fac, de vivre. Ça m'a aidé quand même à lisser, à gommer, à améliorer un petit peu mes symptômes et finalement, à vivre ma vie d'étudiante à peu près normalement. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on entend, tu parles de SOPK et on est beaucoup de femmes à avoir entendu cet acronyme ou à qui on l'a dit incidemment, vous avez les ovaires polykystiques, parce que c'est ça l'acronyme. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a beaucoup été dit comme quelque chose de secondaire pour information. C'est comme si on disait à quelqu'un vous avez vous avez les mollets très musclés, ou vous êtes c'est comme j'ai aussi les mollets très musclés. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a souvent été dit pas comme une maladie, mais comme pour information. Oui, une petite particularité, quoi. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va faire un break dans ton parcours, parce que à ce stade, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont déjà entendu ça, mais qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le SOPK? Allez, c'est toujours très difficile d'expliquer ce qu'est le SOPK. Syndrome des ovaires polykystiques, donc maladie identifiée pour la première fois en 1935, quand même, c'est pas nouveau du tout. Quand on entend ce nom, on a l'impression que c'est une maladie des ovaires, mais non, c'est une maladie endocrinienne, donc du système endocrinien, une maladie hormonale chronique, c'est-à-dire qu'on est avec le SOPK, on finit notre vie avec le SOPK, et évolutif, comme je le disais. En France, on estime que ça représente à peu près 2 millions de femmes qui vivent avec le SOPK. C'est la première cause d'infertilité dite primaire, c'est-à-dire pour la première grossesse. L'infertilité est liée au fait que les cycles peuvent être anovulatoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ovulation, puisque le dérèglement hormonal va engendrer un trouble du cycle. On pense beaucoup au SOPK à travers cet impact sur la santé reproductive. Or, il n'y a pas que ça. Parmi les symptômes, il y a aussi des signes d'hyperandrogénie. Donc on en a parlé, perte des cheveux, hyperpilosité, acné, troubles métaboliques, perte ou prise de poids, résistance à l'insuline pouvant conduire à un diabète de type 2 qui se développe parfois avant l'âge de 40 ans. Il y a aussi un risque de maladie cardiovasculaire qui est plus important pour les patientes diagnostiquées d'un SOPK. Donc c'est majeur comme impact pour une femme sur 7. Oui, c'est le SOPK. Moi, je j'ai pas peur de le dire là puisque j'ai la parole. C'est un sujet de santé publique. C'est une pathologie qui est précurseur de tous les sujets qu'on évoque aujourd'hui en santé publique. On nous parle beaucoup de la santé cardiovasculaire chez les femmes, on nous parle beaucoup du diabète, on nous parle beaucoup de l'anxiété, on nous parle beaucoup de l'infertilité. Et tout ça, en fait, le SOPK en est précurseur. Donc si on prenait en charge et de la recherche et voilà. Oui, aujourd'hui, finançons plus de recherche scientifique autour du syndrome des ovaires polykystiques pour mieux comprendre la pathologie, mieux accompagner les patientes, mais aussi pour permettre aux personnes aux professionnels de santé qui nous prennent en charge, d'avoir plus d'options, plus d'outils thérapeutiques pour nous, vu qu'aujourd'hui, il y a vraiment pas grand-chose. Est-ce que tu considères qu'il y a un besoin de sensibilisation des professionnels de santé, ou est-ce que ce travail-là, il est bien fait?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait peu de professionnels de santé sensibilisés au SOPK. Les choses sont en train d'évoluer. Il y a eu le travail associatif, il y a aussi plus d'informations sur le SOPK au moment de la formation des pros de santé. Il y a plus de sensibilisation. Je pense que la nouvelle génération de professionnels de santé aussi sont beaucoup plus peut-être à l'écoute du ressenti des patientes. C'est pas parfait, hein, je dis pas ça, mais voilà, je pense aussi que ça dépend où on est. Enfin, dans les grandes villes où il y a beaucoup de professionnels de santé, où on n'est pas dans un désert médical, c'est vrai que pour les patientes, de manière générale, les retours qu'on a à l'association, c'est que ça se passe quand même mieux. Maintenant, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Je me demandais s'il y avait un besoin accru de Oui. sensibilisation et de formation des professionnels de santé. Maintenant, je sais aussi que j'ai un regard un petit peu biaisé sur la sensibilisation ou le regard que portent les professionnels de santé sur la pathologie, puisque en tant que vice-présidente de SOPK Europe, les professionnels de santé que je rencontre sont sensibilisés, sont à l'écoute et ont envie de travailler avec les associations de patientes, ont envie de travailler avec les patients partenaires. Donc voilà, je sais que c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Et vraiment, pour y répondre de manière précise, il faudrait interroger un panel de patientes à travers la France et savoir quelles expériences elles ont. En tous les cas, ça veut dire que c'est pas un ressenti évident. Voilà, mais tant mieux. Non. Là, aujourd'hui, je travaille avec des professionnels de santé sensibilisés, mais voilà, tu demandes à une patiente qui est, je sais pas, en Corse ou dans le Cantal ou... Voilà, c'est peut-être plus compliqué pour elle de se faire... entendre, de pouvoir faire les examens, pouvant conduire un diagnostic, ou ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous, en fait. Hein. Enfin, il y a quand même des régions en France où il y a plus de 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez l'endocrinologue, où il y a plus de gynéco. Enfin, voilà, c'est... Alors, revenons à ton parcours. Tu m'as dit que la pilule t'a permis d'avoir des études, un quotidien un peu avec des symptômes amoindris. M'a permis. Disons que ça m'a aidé sur le coup. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas, mais là encore, c'est pas un traitement. Mais aujourd'hui, c'est une des solutions qui est proposée aux patientes, malheureusement, puisqu'on n'a pas d'autres solutions. Les symptômes, j'ai oublié de le préciser pour le SOPK, le traitement est symptomatique. C'est-à-dire que aux recommandations internationales en vigueur, hein, c'est ce qui fait foi. La pilule œstroprogestative, c'est toujours la première ligne. Et ensuite, c'est un traitement symptomatique en fonction de la gêne exprimée par la patiente. Si elle souffre... On va expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, on ne traite pas la maladie, on traite les symptômes qui handicapent ou pour lesquels la patiente consulte. Exactement. Donc, si elle a une hyperpilosité, on va proposer quelque chose pour l'hyperpilosité. Si elle est résistante à l'insuline, on va traiter la résistance à l'insuline. Si elle a un désir de grossesse et qu'elle n'y parvient pas, elle va être redirigée en AMP, etc. Donc ça, aujourd'hui, la prise en charge du SOPK, c'est comme ça. Donc c'est long et pour les patientes, c'est fatigant, c'est beaucoup de charge mentale. Est-ce que tu penses qu'il y a des patientes qui ont ces symptômes et qui ne savent pas qu'elles ont un SOPK ? Oui. Oui, et j'invite vraiment les patientes à consulter. Si elles ont un doute, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que même s'il n'y a pas de traitement curatif pour le SOPK aujourd'hui, je pense que c'est important de savoir quand on est porteuse d'une maladie chronique, mais aussi que le diagnostic du SOPK, c'est ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'avant de se pencher sur les critères de diagnostic du SOPK, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'endométriose, qu'il n'y a pas d'hypothyroïdie, de syndrome de Cushing, etc., d'hyperprolactinémie, toutes des pathologies qui ont des symptômes communs au SOPK. Et peut-être que ces pathologies-là, on peut... c'est pas mon terrain de compétence, mais peut-être que ces pathologies-là, on peut les traiter. Enfin, en tout cas, c'est important de le savoir. Hein. Si c'est l'hypothyroïdie, on peut la traiter, par exemple. Donc, c'est pour ça aussi que le diagnostic se fait en 2 étapes. C'est intéressant ce que tu dis parce que la plupart des gens qui spontanément écoutent ce podcast sont intéressés par le sujet de l'endométriose, de l'adénomiose, etc. Donc c'est intéressant parce que pour celles qui écoutent, peut-être que ça peut les mettre aussi sur une piste si elles ont été diagnostiquées comme n'ayant pas d'endométriose avec des symptômes pourtant très handicapants. Ça peut être une piste qui peut expliquer certains symptômes. Oui. Et assez intéressant aussi, pas assez d'études, il y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, juste les retours des patientes qu'on a, du côté endométriose comme du côté SOPK d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui ont un double diagnostic, donc mais il y a pas de lien établi, en tout cas pas à ma connaissance entre les deux pour l'instant. Hein. C'est juste, faudrait croiser les statistiques, faudrait financer plus de recherches scientifiques d'ailleurs justement, voilà.
Et toi, après l'adolescence, comment va ou la vie, le début de ta vingtaine, comment va ta santé? Comment ça évolue? Bah écoute, après quand j'ai terminé mes études, moi j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai même acheté mon petit appartement et puis d'un seul coup les symptômes sont revenus en boomerang avec à nouveau une prise de poids. J'avais 25 ans, une prise de poids, une perte de cheveux à nouveau qui revient, l'hyperpilosité qui revient. Et je pense que donc là j'ai changé de traitement, j'ai plus eu la pilule, j'ai eu un traitement anti-androgène assez puissant qui est quasiment plus prescrit aujourd'hui, mais qui a été, pour ma part, il a été vraiment salutaire, vraiment efficace parce que je voyais vraiment l'impact de la pilosité, notamment sur le visage, sur ma vie sociale et la perte de cheveux. Enfin, chaque fois que je me lavais les cheveux, je pleurais parce que j'avais bouché la douche. Enfin, c'était vraiment compliqué. Je pense que c'est aussi une époque où je me suis beaucoup renseignée sur le SOPK. Alors à l'époque, il y avait l'association PCOS Challenge qui existait aux États-Unis. Ok. La plus ancienne association de patientes pour le SOPK d'ailleurs. J'ai beaucoup lu en fait sur les ressources qu'elle mettait à disposition en anglais, puisque je comprenais l'anglais. Et en fait, je pense que c'est vraiment là que j'ai compris justement que c'était une maladie chronique, que j'en avais pour toute ma vie, qu'il fallait aussi que je modifie mon hygiène de vie. Et à l'époque, comme j'avais arrêté le sport, puisque j'avais arrêté la GRS, etc., quand j'étais ado, là, j'ai repris. En plus, je faisais de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, à 25 ans, elle commençait à s'installer. Mm-hmm. Et donc, le médecin m'a dit, essayez de faire un sport d'endurance. Ça va vous aider. Et je peux donner des exemples de sport d'endurance pour les gens qui nous écoutent. Oui, je vais te donner un super exemple parce que à l'époque, j'ai commencé. Donc, sport d'endurance, ça va être le vélo, la natation, la marche, la course à pied. Alors, faut savoir que je n'aimais pas du tout courir à l'époque, donc j'ai commencé à faire de la marche rapide, aller marcher en forêt, etc. Avec de la musique, donc d'un bon pas. Et à un moment, je me suis dit, je marche vite quand même, je vais essayer de courir. Ça devenait la mode du running à l'époque. Je me suis dit, je vais essayer. Et en fait, j'ai commencé à courir par intervalle. Et après, j'ai couru, j'arrive à courir 5 km, 10 km. Et après, alors c'est rigolo, je me suis inscrite après en club de course à pied où j'ai été pendant plusieurs années. Et donc, j'ai couru en compétition des 5 km, 10 km semi. J'ai fait 4 marathons depuis. Mon dernier, c'était en 2023. Et j'ai même essayé le triathlon 2 fois. Et je pense que quand on vit avec une maladie chronique, il y a beaucoup d'aspects négatifs, il y a aussi beaucoup d'aspects positifs. Et je pense que pour moi, le SOPK m'a fait ce cadeau, deux cadeaux. Le militantisme, qui est une part importante de ma vie aujourd'hui, puisque pour le coup, je pense que mon diagnostic a eu un impact important sur la direction qu'a pris ma vie personnelle, professionnelle, ma vie militante. Mais aussi pour ça, en fait, pour la course à pied, parce que passer la ligne d'arrivée d'un marathon, enfin, c'est quand même c'est extraordinaire comme souvenir. S'il y a des marathoniennes qui écoutent, vous savez de quoi je parle, la petite larme au dernier kilomètre. Enfin, c'est incroyable quand même. Non, mais grâce au SOPK, en fait, pour le coup. La fierté que tu dois ressentir quand tu as une maladie chronique et que tu te remets au sport et que tu pars de je marche courotte dans le bois et je finis par faire un marathon. Je trouve ça dingue. Là, je suis restée bouche bée de ce récit parce que j'avais pas mesuré que c'était allé jusque là dans tes. Il y a plein. En fait, c'est marrant sur les marathons. Tu vois beaucoup justement, je pense, de malades chroniques sur les semi-marathons, les marathons. Et je pense que je sais pas si on a quelque chose à se prouver, si on veut prendre la revanche sur notre maladie, la revanche sur notre propre corps qui nous échappe totalement. Ouais. Mais je trouve que c'est c'est beau et ça nous montre que peu importe finalement la maladie chronique, peu importe ce qui nous arrive, en fait, on peut tous le faire. On est tous égaux, on peut le faire comme les autres. Et il suffit d'une paire de baskets, quoi. Et beaucoup de volonté. Un peu d'entraînement aussi. Non, mais je veux dire, en plus, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'argent. C'est de la persévérance, quoi. Et je cours encore pour le SOPK. Bon, un petit peu moins. Mon dernier marathon, du coup, en 2023, je l'ai couru pour l'association. Ouais. À l'époque, tu vas nous en parler. Ouais. À l'époque, avec mes collègues de l'entreprise où je travaillais à l'époque, du coup. C'était très chouette, qui m'avaient soutenue là-dedans. On va courir aussi la parisienne. Donc, il y a une petite équipe, je crois qu'il y a 25 ou 30 coureuses qui vont faire 10 km, 7 km et la marche. Et moi, je vais accompagner le groupe qui court les 7 km. Donc, c'est moins que le marathon.
Mais voilà, je cours un petit peu moins qu'à l'époque aussi, donc voilà. Mais j'ai très hâte du coup pour moi, pour moi, la course à pied, ce sera toujours lié au SOPK, je pense. Il y aura toujours un truc avec ça. Et donc, tu as 25 ans, tu reprends le sport. Qu'est-ce que tu fais d'autre, en plus de ce nouveau traitement qu'on te donne, qui a un impact positif sur le monitoring, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de ta maladie? Ça, déjà, ça a beaucoup aidé. Au niveau de l'alimentation, j'ai fait quelques ajustements. Je pense que c'est progressif après. Enfin, on peut pas révolutionner notre alimentation du jour au lendemain. En plus, la culture de régime et de la restriction quand on a un SOPK, ça fonctionne pas. Je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'était de manger des produits le moins transformés possible, de cuisiner plus, d'essayer de manger des protéines à chaque repas aussi. Ça aide un petit peu quand on a une résistance à l'insuline, mais pas de schéma restrictif. J'ai aussi compris que mon anxiété, que ce soit autour de la pathologie ou autour du travail, quand on démarre sa carrière professionnelle, on est stressé au travail. Tout ça ne m'aidait pas. Donc, j'ai essayé aussi de gérer mon anxiété. La course à pied, pour ça m'a aidé aussi. Donc, voilà, je pense que ça fait aussi partie de la prise en charge du SOPK, tout ce qui est psycho-affectif. Soigner ses relations sociales aussi. Quand on a une maladie chronique, en tout cas pour le SOPK, on peut être tenté d'être tellement dans une hygiène de vie qu'on essaye de... C'est normal. On se dit, je vais reprendre le contrôle sur ma pathologie avec une hygiène de vie aux petits oignons, quoi. Pas un truc qui dépasse, je suis couchée à 21h, tous les soirs j'ai mes 9 heures de sommeil, je fais jamais un... Non, en fait, non, parce qu'au début, c'est ce que j'essayais de faire, mais je me rendais compte que ne pas avoir de vie sociale, c'est pas l'idéal non plus. Il faut trouver un équilibre, en fait. Si on commence à anticiper, à se dire, alors attends, parce qu'il y a un anniversaire vendredi, mais alors du coup, je vais peut-être boire un verre d'alcool, je vais me coucher tard, donc il faut que Enfin, non, ça nous aide absolument pas. Je pense qu'il faut aussi, avoir de l'empathie pour soi et se dire, même si on a une maladie chronique, on doit pas se priver des plaisirs de la vie. Enfin, moi, je considère que je suis assez épicurienne pour le coup. J'aime bien manger, j'aime bien sortir, mais il faut trouver le juste équilibre, en fait. C'est que tout le monde le trouve en fonction de ce qui est important pour vous, en fait, finalement. Mais j'ai l'impression que ces conseils, c'est des conseils de bon sens pour avoir une vie saine et agréable, oui. Qu'on ait une maladie chronique ou pas, en fait. Oui, et je sais que je me dis beaucoup ça aussi quand je vais courir ou justement finalement, c'est pas que pour le SOPK parce que je me dis grâce à ça, grâce à l'amélioration de l'hygiène de vie que j'ai essayé de faire dans la vingtaine, j'espère que je vais vivre longtemps et longtemps en forme surtout. Oui. Longtemps en forme parce qu'on vit plus vieux qu'avant, mais il faut surtout vivre longtemps en forme. Oui. On peut parler de longévité aussi. Et pour ça, je pense que le SOPK ou une maladie chronique, oui, ça peut être une opportunité justement de prendre conscience de ces choses-là. Et puis, peut-être que quand on n'a pas de maladie chronique, on n'y pense pas forcément à ça. Enfin, du moins pas tout de suite. Ça a eu un impact sur ta vie professionnelle, cette maladie ? Oui. Oui, ça a eu un impact sur ma vie professionnelle. J'ai longtemps travaillé dans l'événementiel. Je travaillais pour un festival de cinéma. Et à un moment, je me suis rendu compte que le rythme événementiel, c'était plus forcément compatible avec la maladie, pour le coup. C'est pas reposant de travailler dans l'événementiel. Non, bien sûr. C'est très chouette. Et c'est irrégulier. Oui, mais c'est passionnant. Donc voilà. Donc après, je pense que ça a joué sur le fait que ensuite j'ai travaillé 4 ans en entreprise comme chef de projet. Et ça me plaisait énormément. Et après, il y a eu un autre événement dans ma vie personnelle. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 18 mois. Oui, et en fait, suite à ça, quelques mois après, le deuil maternel, c'est un moment difficile dans la vie d'une femme. J'ai quitté mon poste salarié et j'ai créé mon auto-entreprise. Donc maintenant, je travaille à mon compte, ce qui me convient un petit peu mieux. Enfin, je pense que c'est sur la période de transition, là, c'était l'idéal. Et puis surtout, à l'époque, j'avais repris mes études parce qu'à 35 ans, j'ai fait un DU démocratie en santé à la Sorbonne. Et j'ai porté un sujet pour mon mémoire sur la mésinformation via les réseaux sociaux autour du SOPK. D'ailleurs, mon mémoire va être présenté à la FFER à la fin du mois et aux Assises de la prévention santé. Bravo. Oui, merci. Et au congrès de la Société française de santé publique à Lille au mois de décembre. Donc, je suis très, très contente. Et j'ai ensuite aussi fait un DU en affaires publiques cette année que je viens d'obtenir
parce que je voulais améliorer la technique de plaidoyer de l'association. Donc finalement, voilà, une année un peu off où j'ai travaillé à mon compte, où j'ai repris les études et puis voilà, je pense que c'était une bonne transition. J'espère reprendre le travail salarié bientôt et continuer à gérer l'association à côté. Alors justement, parle-nous de l'association et comment tu t'es arrivé à prendre des responsabilités sur ce sujet. Alors, comment j'ai connu l'association ? Écoute, on est en 2019, septembre 2019, je pense, septembre, mois de sensibilisation au SOPK. Je viens d'installer Instagram sur mon téléphone, beaucoup plus tardivement que tout le monde, désolée, hein, moi j'ai 37 ans, je le redis. Donc voilà, je tombe sur l'association qui à l'époque s'appelait ESPOPK, Espoir OPK. Et en fait, je découvre qu'il y a une association en France pour les patientes. Et tout de suite, moi, je me suis pas posé la question, je me suis impliquée. Et ensuite, j'ai été bénévole d'abord, ensuite j'ai été secrétaire générale de l'association, et puis ensuite j'ai été élue vice-présidente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un vote. Et c'est marrant. Des fois, en fait, je repense au moment de mon diagnostic, je me dis, mais qu'est-ce qui pouvait laisser présager que j'allais avoir, que ça allait apporter le militantisme, que ça allait rediriger ma carrière, puisque maintenant, voilà, je fais de la recherche sur le sujet, que je sais pas, en fait. C'est dur, on peut pas prévoir notre vie comme ça, mais je suis contente de l'orientation que ça a pris et je pense que c'est pas facile de conjuguer notre propre pathologie avec le militantisme. De manière générale, le militantisme, c'est très dur, c'est très difficile. On le voit hein, chez les militantes féministes, enfin sur tous les sujets, il y a pas mal de burn-out militant, on va dire. Mais je sais pas, pour moi, c'est une des plus belles choses dans ma vie aujourd'hui de ce que j'ai fait de ce diagnostic et c'est une très belle et très juste cause à porter en fait de défendre ces patientes qui sont invisibilisées, dont personne ne veut entendre parler. Une maladie qui est sans cesse minimisée en fait par notre société, parfois par les pros de santé, parfois par les femmes entre elles. C'est pas facile, mais pour moi c'est une des plus belles choses que j'ai dans ma vie aujourd'hui, vraiment. Merci.